Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers les regards de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Je suis Léandre Giozza, chercheur et collaborateur de la chaire UNESCO en paysage urbain et j'aurai le plaisir d'animer cet épisode. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tout aussi intéressant, celui de l'intelligence artificielle. Et pour planter le décor, je vais vous plonger dans une scène. Imaginez vous marcher dans la rue, votre téléphone vous suggère un chemin, du moins le plus rapide. Votre montre vous alerte sur votre rythme cardiaque et un panneau lumineux adapte la fréquence du passage du bus en fonction du trafic. Tout ça, bien entendu, sans que vous ne le réalisiez. Et tout ceci repose sur des couches d'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire quand on parle d'intelligence artificielle? C'est un peu ce qu'on va essayer de décortiquer dans cet épisode. Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que cela va nous remplacer ou c'est juste un gros calcul faisant semblant d'être intelligent? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Hugo Bérard, qu'on a le plaisir de recevoir dans ce studio, qui est chercheur en intelligence artificielle à la chaire UNESCO en paysage urbain de l'Université de Montréal. Bonjour Hugo. Bonjour. Ici, aujourd'hui, on va essayer de séparer les mythes de la réalité, les buzzwords des usages concrets et parler de ce que l'IA change ou pas dans nos vies et nos sociétés. Donc, Hugo, est-ce que tu peux faire savoir à nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Oui. Comme tu l'as dit, je m'appelle Hugo, je suis chercheur à la chaire UNESCO en paysage urbain. Avant ça, j'ai fait, si je retrace un peu mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur en France, principalement focalisée sur l'informatique. Puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle vers la fin de mon parcours en école d'ingénieur. C'était vers 2014-2015. C'est là où ça commençait, on a commencé à en entendre parler. Puis j'ai fait un stage en entreprise et je sais pas, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une thèse sur le sujet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, ça a l'air super intéressant. Donc j'ai appliqué pour une thèse, j'ai été accepté à l'Université de Montréal pour faire un doctorat en informatique sur l'intelligence artificielle au MILA. À l'époque, le MILA n'existait pas, mais... Mais le MILA, c'est le centre de recherche en intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Montreal Institute for Learning Algorithm. Et donc ça a été créé, je crois, en 2017, mais, il me semble. Donc moi, j'ai fait ma première année où ça s'appelait encore le LISA. Et ensuite, du coup, ça s'est transformé en ce gros labo du MILA. Puis j'ai fini ma thèse en 2023, je crois. Et depuis, je travaille à la chaire UNESCO en tant que postdoc. Ok, super. Après, personnellement, ça me fait un peu peur quand j'entends la thèse en intelligence artificielle, mathématiques et tout ça. Mais bon, juste pour commencer, l'idée, c'est de faire un petit jeu. Je vais te poser d'abord une série de 5 questions et puis il faudra juste que tu me dises si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais, d'accord? La première question, c'est que est-ce que l'IA, c'est vraiment intelligent? Oh. Est-ce que je peux développer ou il faut juste que... Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Genre, c'est un positionnement qu'il faut que tu prennes en fait. Ok. Vrai. Vrai, ok. Est-ce que ça l'est plus qu'un humain? Non, faux. Ok. Est-ce que l'IA est neutre? Non. Ouais, faux. Ok. Et est-ce que l'IA va supprimer des emplois? Oui, vrai. Ouais, ok. Bon, là, c'était la première série de vrai ou faux. Là, maintenant, il faudrait que tu répondes par... du moins, je vais te présenter quelques exemples, puis tu vas me dire si c'est vraiment de l'intelligence artificielle ou si c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, une tondeuse à gazon, autant pour moi, intelligente, genre qui fonctionne toute seule. Est-ce que c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA? Oui, je pense que ça comprend des algorithmes d'IA. Ok. Un chatbot bancaire, par exemple, qui donne des informations à un client sur son historique ou, je sais pas, répond à ses questions. Ouais, ça rentrerait. Ouais, c'est de l'IA.
OK. Le GPS de mon téléphone, par exemple, est-ce que c'est de l'IA? Non, juste le GPS, non. OK. Donc, l'application qui me permet de savoir où je navigue et tout ça, c'est pas de l'IA. Ça commence à être une application comme Google Maps. Il y a certaines fonctionnalités qui peut-être pourraient rentrer dans la définition de l'IA, mais je dirais non quand même. OK. Et du coup, une machine à café programmable, est-ce que ça, c'est de l'IA? Non, je pense pas. Ouais. Et ChatGPT, est-ce que c'est de l'IA? Ouais. Je pense que c'est ça qu'on a le plus en tête là actuellement. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand les gens pensent à l'intelligence artificielle, bah, ce qu'ils voient directement, c'est ChatGPT, quoi. Mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu, non? Sinon, c'est quoi l'IA de manière générale? Bah, je pense que ce qui est compliqué, c'est que c'est une technologie qui évolue et que ça n'a jamais été très clair de qu'est-ce qu'on définit comme de l'IA ou pas. Et que des choses qu'on considérait comme de l'IA il y a très longtemps, au début de l'informatique, parce qu'on a commencé à parler ça vraiment assez tôt, dès les premiers débuts de l'informatique, il y a des gens qui ont commencé à conceptualiser un peu ce concept-là d'intelligence artificielle. Mais ce que les gens faisaient à l'époque, aujourd'hui, ça rentrerait presque plus dans la définition de l'intelligence artificielle. Et du coup, parce qu'on va définir souvent l'intelligence artificielle comme un ensemble de capacités qu'on va tenter de programmer dans les ordinateurs qui vont tenter de mimiquer l'intelligence humaine. Et du coup, il faudrait définir c'est quoi l'intelligence humaine. Et donc, il y a des facultés comme, par exemple, les humains sont capables mais même les animaux sont capables de comprendre leur environnement, ce qui les entoure à partir de l'analyse d'images, parce qu'on voit, grâce à notre vision. Du coup, il y a des gens qui ont très tôt commencé à travailler sur ça, sur est-ce qu'on peut programmer les ordinateurs pour qu'ils arrivent à reconnaître des objets dans des images, ce genre de choses. Donc ça va rentrer dans la définition de l'intelligence artificielle. Et puis ça va être utilisé, par exemple, dès qu'il va y avoir un robot ou quelque chose d'automatique qui a besoin de comprendre son environnement, il va sûrement utiliser des algorithmes justement d'analyse d'images ou d'analyse de données. Et du coup, il y a aussi une intersection entre des définitions et plusieurs domaines qui vont parfois être utilisés. On va utiliser le même mot. Par exemple, parfois, on va parler d'apprentissage automatique ou de machine learning en anglais. On va parler d'intelligence artificielle. On va parler de traitement des données ou d'analyse de données. Et tout ça, c'est un peu des domaines qui ont des synergies et qui sont très connectés, quoi. Et donc, c'est difficile d'avoir une définition qui capture tout ça. Puis ça évolue très vite parce que moi, je me souviens, il y avait une premier boom où on parlait beaucoup d'IA dans les années 2015 où il y a pas mal d'entreprises ou de startups qui ont... Mais c'était vraiment là, on n'en parlait pas dans le grand public parce que c'était vraiment plus les entreprises qui réfléchissaient à automatiser en fait des processus à partir d'IA. Mais là, la grande vague, c'est maintenant tout le monde pense, c'est vraiment les algorithmes génératifs qui sont capables de prendre du texte, d'analyser du texte et puis de répondre sous forme de texte. Et puis je pense que c'est vraiment ce côté-là où là vraiment c'est plus proche de l'imaginaire collectif qu'on a de l'IA que ce qu'on avait avant. Parce que juste des ordinateurs qui sont capables de comprendre des images, c'est cool, mais ça fait pas... Dans la vie de tous les jours, on n'est pas confronté à ça, quoi. Alors que pouvoir interagir avec quelque chose qui va répondre comme un humain répondrait, je pense que psychologiquement, ça génère quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus visible, beaucoup plus compréhensible et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on qualifierait d'intelligence artificielle dans les films. Parce que je pense qu'il y a une vraie différence entre la manière dont l'intelligence artificielle est présentée dans les films parce que c'est un objet de science-fiction. Ouais. Et en fait, l'intelligence artificielle comme objet d'étude scientifique de la part de la communauté scientifique travailler sur ces questions-là en informatique. Puis là, je pense qu'il y a une connexion en fait, qui se fait entre les imaginaires qu'on a pu penser dans la science-fiction et puis là, qui se réalisent quasiment en fait, en pratique parce qu'on on a des chatbots avec lesquels on peut interagir qui ressemblent vraiment à ce qu'on aurait pu voir comme dans des films dans 2001 de l'Odyssée de l'espace où il y a une intelligence artificielle comme ça qui est juste une voix qui parle. Et après, c'est vrai que l'exemple de la science-fiction que tu prends est très intéressant dans le sens où on a longtemps cru que c'était de la science-fiction. Moi, je prends par exemple l'exemple d'Iron Man qui est assis dans son bureau et puis qui swipe à gauche et à droite, parle avec une voix, ce genre de choses. Bon, ça remonte aussi à plus longtemps avec déjà Batman, depuis qu'il parlait déjà avec sa voiture, ce genre de choses. Mais je me dis quand même, c'est quand même une réalité qui est en train de se construire, non, tu ne penses pas? Parce qu'après, tu parles beaucoup... quand je t'écoutais, tu as beaucoup parlé d'algorithmes, etc. Mais tu as aussi fait le parallèle avec
comment ça se matérialise dans le monde de tous les jours. Parce que tout le monde va voir ChatGPT, mais personne ne va forcément penser à des algorithmes, tu vois. Donc, c'est un peu la transposition entre justement ce côté un peu technique ou mathématique des personnes comme vous et monsieur tout le monde, quoi, tu vois. Donc, je me dis, il y a quand même une frontière aussi qui est en train d'être brisée, quoi. Donc, dans le sens où ce qu'on pouvait imaginer comme utopique ou comme relevant de la science-fiction avec les mathématiques et les algorithmes, justement, ça commence quand même à devenir de plus en plus réel, tu penses pas? Oui, je pense que parce que les chercheurs d'informatique, ils sont très inspirés par la science-fiction, puis la science-fiction se nourrit aussi du coup des avancées en informatique pour pas produire du contenu. Donc c'est sûr que du coup il y a quelque chose qui s'opère là. Et après, ouais, comme je disais, je pense qu'il y a un côté après qui est compliqué, c'est que tous les algorithmes, ils vont être très invisibles d'une certaine manière. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent sur nos téléphones, des données qui sont analysées en permanence. On ne se rend pas compte, puis du coup, on ne se dit pas il y a de l'IA à tel endroit parfois. Par exemple, le fait qu'on puisse déverrouiller son téléphone avec son visage, par exemple. À la base, c'est des algorithmes qui rentraient dans la recherche en intelligence artificielle, quoi. Mais on ne se dit jamais quand on déverrouille son téléphone, je suis en train d'utiliser de l'IA, quoi. Par contre, il y a vraiment, comme je disais, un changement qui s'opère avec ChatGPT, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un truc où on interagit avec une entité qui paraît humaine, mais on sait que ce n'est pas un humain, et ça rentre vraiment dans ce que l'imaginaire collectif définirait comme l'intelligence artificielle, parce que c'est comme ça qu'elle a été présentée beaucoup en science-fiction, quoi. On n'a pas, du coup, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je pense que les premiers concepts sur l'intelligence artificielle, ils émanaient principalement d'une vision un peu robotique. Du coup, la science-fiction, elle parlait beaucoup de robots. Isaac Asimov, il a écrit toute une série sur les robots. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de chatbot du tout dans tous ces livres. C'est vraiment des robots qui ont une forme humanoïde, quoi. Et qui ont du coup aussi des facultés mentales humanoïdes. Et j'ai pas fait le travail, mais je pense que ce serait intéressant de voir justement l'évolution de comment l'IA est présentée à travers les différents médiums. Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que je pense qu'il y a des films plus récents qui ont porté plus d'attention justement sur le côté en fait, l'IA, ça peut être juste une voix. Du coup, je pense aux films comme Her. Mais ça existe depuis longtemps parce qu'il y a 2001 de l'Odyssée de l'espace. C'est aussi le cas où il y a juste une voix. Mais je pense que du coup, il y a ce côté-là où il y a des choses, je trouve, à analyser culturellement, c'est intéressant. Ouais, mais après aussi, la voix représente une forme quand même de super intelligence, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Parce que c'est quand même une forme de super intelligence pour ne pas rester trop technique, on parle de données, d'algorithmes, d'arriver quand même à faire des calculs très rapides pour croiser des informations, donner un résultat rapidement. C'est un peu dans la réalité dans laquelle on est. Mais je me dis, c'est pour ça que je pose toujours la question de est-ce que c'est pas justement cette réalité qui est en train de se construire, cette forme de super intelligence, et ça, voilà, est-ce qu'on y est déjà ou est-ce qu'on tend vers ça? Super intelligence, je n'irai pas jusque là. Après, c'est clair que je pense qu'il y a, par exemple, Alan Turing, il avait défini un test qui pour lui était le test qui permettrait de savoir si une intelligence artificielle était vraiment intelligente ou pas. Et c'est de juste, si on a une conversation sans le savoir avec un humain ou une intelligence artificielle et qu'on n'est pas capable de savoir si la personne qu'on a en face de nous, c'est une intelligence artificielle qui parle ou si c'est un humain. Et je pense que quand on regarde ChatGPT, on est quand même très très proche de ça là. Ça paraît très réaliste de se dire qu'on ne pourrait pas faire la différence dans certains cas de figure. Pour autant, je pense on voit clairement qu'il y a des limitations actuelles à ChatGPT, qu'il n'égale pas l'intelligence humaine. Et de toute manière, c'est une question qui est très complexe parce que définir justement l'intelligence, c'est assez complexe, notamment parce que ça fait longtemps que les ordinateurs ils sont bien meilleurs que les humains à plein de tâches. Du coup, on ne peut pas définir le fait d'être supérieur sur des tâches, genre comme jouer aux échecs, qu'on pourrait associer à de l'intelligence humaine, comme quelque chose qui définirait l'intelligence, parce que les ordinateurs, ça fait longtemps qu'ils savent mieux jouer aux échecs que les humains. Pourtant, on ne les considérait pas comme intelligents. Mais de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les ingénieurs, ils développent des nouvelles techniques pour résoudre des nouvelles tâches. Et du coup, de plus en plus, on a de plus en plus de tâches que les ordinateurs sont capables de résoudre mieux que les humains. Mais il y a encore plein de tâches que les ordinateurs ne sont pas capables de faire.
mais ça devient de plus en plus dur, en tout cas, d'imaginer les tâches sur lesquelles elles sont pas. Puis après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on considère comme l'intelligence, parce que, par exemple, on va considérer que les animaux, ils sont aussi intelligents, et ils vont exceller dans d'autres domaines dans lesquels les humains sont pas nécessairement aussi intelligents. Du coup, par exemple, les animaux, dans leur capacité à naviguer des terrains accidentés ou à se repérer dans l'espace, etc., ils ont parfois des facultés assez impressionnantes, notamment les oiseaux, là, pour se repérer, c'est assez impressionnant. Et par exemple, sur tout l'aspect motricité, être capable de bouger, quand on voit des animaux, leurs capacités physiques sont juste hallucinantes. Les capacités de réflexe qu'ils ont, de pouvoir faire des sauts ça demande des niveaux de coordination que, pour le moment, on est incapable d'accomplir avec les outils qu'on a. Du coup, c'est pour ça que je trouve définir l'intelligence, c'est très, très compliqué. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a une tâche qu'on a réussi à débloquer, ou en tout cas à créer quelque chose. On a réussi à faire en sorte qu'il y ait des ordinateurs qui puissent utiliser le langage humain comme moyen de communication et qui sont capables de reproduire des conversations que les humains pourraient avoir. Oui, c'est vrai que du moins dans l'état actuel des choses, on n'y est pas encore, mais je me dis qu'il y a quand même on tend sacrément vers ça, quoi. Je ne sais pas si tu as vu récemment avec le sorte de championnat des Jeux Olympiques des robots en Chine récemment, où ils ont fait plein de compétitions, football, saut, marche. Bon, c'est vrai que c'était un peu une catastrophe, mais je me dis, ça va vraiment vers ça, quoi, tu vois. Bon, peut-être pas pour trop s'attarder dessus. L'idée aussi, c'est que quand tu parles beaucoup d'algorithmes, de données, bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un algorithme, mais juste pour expliquer, en fait, quand on prend, par exemple, le cycle de vie d'une IA, par exemple, pour la développer de manière globale, en fait, il y a quand même plusieurs étapes qui entrent en jeu, plusieurs outils, et je pense que c'est aussi ça qui définit aussi les typologies d'intelligence artificielle à la fin, qui vont servir de générer des images, du texte, ou d'autres applications beaucoup plus complexes qu'on va voir plus tard. Mais je dirais, comment tu décrirais, en fait, les étapes pour concevoir, par exemple, une intelligence artificielle, si on peut l'appeler comme ça? Ouais, je pense que c'est une super question. Puis comme tu as distingué, il y a différents types de technologies, d'algorithmes qui vont être utilisés puis qui ont évolué à travers le temps. Peut-être du coup, pour faire un rapide historique, en fait, l'IA à la base, ça a été surtout développé avec des systèmes qu'on appelait d'experts qui étaient basés sur des règles, en fait, où on prenait, par exemple, on demandait à des médecins comment ils font quand ils prennent des décisions par rapport à un patient. Et ensuite, on fait ils utilisent telle ou telle règle. On va implémenter ces règles dans un robot. Puis du coup, le robot, il va copier ce que le médecin fait. Et du coup, il est capable de prendre les mêmes décisions que le médecin prendrait. Ce qu'on s'est aperçu, le problème de ça, c'est que c'est très, très compliqué parce que, on n'est pas toujours capable de verbaliser ces règles-là. Et du coup, on n'est pas toujours capable de les coder dans les machines. Et ensuite, parfois, les règles sont trop complexes. Par exemple, si on est tous capables de reconnaître des visages, de dire ça, je sais en face de moi que c'est Léandri, là, j'ai pas besoin. Mais si on me demande comment je fais pour savoir que la personne en face de moi, c'est Léandri, c'est tellement naturel qu'on n'aurait pas vraiment de réponse. Et du coup, si on essaie de le programmer dans un robot, on n'arrive pas vraiment à le faire. Et du coup, il y a un ensemble du coup, ça marche pas très, très bien pour un certain nombre de tâches. Et aussi, c'est un autre problème, c'est que du coup, il faut écrire un nombre, parfois, pour certaines tâches, il faut écrire beaucoup, beaucoup de règles. Et tout ça rend le processus... ça marche pas très bien, les systèmes basés sur des règles. Et donc, il y a une petite révolution qui s'est faite très, très lentement, où on a changé de technologie. Je dirais que les grandes avancées dans ça, c'est dans les années 90, puis 2000. Et il y a eu vraiment un grand changement dans les années 2012, où en fait, on s'est dit, en fait, on va pas donner les règles directement aux algorithmes, aux ordinateurs. On va les laisser découvrir les règles par eux-mêmes à partir de données. Donc, on leur donne des exemples d'entraînement. On va leur donner... donc, il faut d'abord collecter beaucoup de données. Puis là, grâce à l'avancée d'Internet et de l'informatique, l'explosion, on s'est retrouvé avec des quantités de données très, très importantes. Donc, c'était parfait. Et ensuite, à partir de ces données-là, on va donner des exemples d'entraînement. Donc, par exemple, je vais lui donner plein d'images de visage de Léandri. Et je vais lui dire, ça, c'est un visage de Léandri. Ça, c'est un visage de Léandri. Ça, c'est un visage de Léandri. Ça, c'est pas un visage de Léandri. Ça, c'est un visage de Léandri. Ça, c'est pas un visage de Léandri. Et en regardant tout ça, l'intelligence artificielle va elle-même trouver qu'est-ce qui fait qu'un visage, c'est un visage de Léandri ou pas un visage de Léandri. Et du coup, va être automatiquement capable
de trouver ça. Du coup, ça, on va apprendre l'apprentissage automatique. C'est vraiment d'être capable d'apprendre à partir d'exemples. On va appeler ça aussi l'apprentissage supervisé parce que en permanence, on lui dit c'est quoi la bonne réponse ou c'est quoi la mauvaise réponse. Du coup, ça, c'est la grosse technique. Du coup, ça requiert des grosses quantités de données parce qu'en fait, avec quelques images, vraiment, l'IA, elle est nulle. Ouais. Mais avec plus on lui donne d'images, plus elle s'améliore au fil du temps. Et du coup, c'est aussi ce qu'on s'aperçoit avec le texte. Là, pour revenir un peu peut-être à ChatGPT, c'est que ChatGPT, il est juste à la base entraîné à prédire le prochain mot dans un texte. Ouais. Ce qui peut paraître vraiment simple, mais en fait, juste en étant entraîné sur des quantités astronomiques de texte, c'est comme s'il est capable il peut parler comme un humain parce que j'aurais juste dit après ce mot, ce qui vient logiquement, c'est cet autre mot. Et c'est des modèles qu'on va appeler probabilistes. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont estimer la probabilité d'un mot et ensuite ils vont prendre dans les mots les plus probables, mais du coup, c'est jamais exactement le même mot. Et du coup, à partir d'un début de phrase, ils peuvent générer plein de réponses différentes, mais elles vont toutes sembler humaines parce que même un humain, il va commencer une phrase, puis il y a plein de choses qui pourraient se passer. Je sais pas si c'est clair. Non, je pense que c'est clair. Après, effectivement, il n'y a pas que ChatGPT comme intelligence artificielle, mais on va peut-être rester dessus parce que je voudrais te taquiner sur un point, en fait. Parce que, vu comment tu expliques le développement, je m'arrête sur les données. Ça veut dire, la quantité de données qu'on a va déterminer aussi la qualité de l'outil d'IA après, tu vois. Et c'est pour ça aussi que les outils d'IA sont autant spécialisés, on va dire comme ça. C'est-à-dire des outils d'IA qui sont très bons pour reconnaître des images et pas tous les types d'images, genre des images en particulier, je pense, je sais pas moi, des nids de poules ou à reconnaître mon visage, moi, Léandri, mais pas peut-être à reconnaître ton visage, toi, Hugo, tu vois. Sur une photo, il peut à 100% me repérer, mais peut-être pas toi. Et après aussi, ou pour d'autres fonctions, tu vois. Mais du coup, moi, je me pose la question de, OK, est-ce que ça ne témoigne pas aussi du fait qu'on a... J'ai pas envie de laisser tomber, mais ça montre un peu les limites de l'intelligence humaine, en quelque sorte. De se dire, on a produit plein de données, vu qu'on ne sait plus trop quoi produire, ou du moins, vu qu'on ne produit plus tant que ça, il faut jouer avec la connaissance qui existe déjà. Je prends par exemple le cas de la voix et de connecter les informations. Parce que moi, je me dis, vu que tu as utilisé le mot probabilité, la probabilité, c'est aussi de connecter des informations, de se dire, OK, quelle est l'occurrence qu'après ça, il y ait ça, etc. Parce que, justement, en l'entraînant, il s'est rendu compte que, après Hugo, il y a Fred, Eddie, etc., dans 80 ou dans 100% des cas, je veux dire. Mais après, est-ce que ça témoigne pas le fait que, justement, en développant ces outils et en s'appuyant plus dessus pour faire fonctionner notre société, on ne témoigne pas aussi d'une sorte de façon de se dire, en fait, on est fatigué de réfléchir, tu vois. Donc, on a presque tout fait. Donc, du coup, autant mieux automatiser ça et rendre ça le plus facile possible, en fait. Moi, c'est un peu la perspective que j'ai sur le sujet. Et c'est un peu vers un abrutissement collectif qu'on tend, quoi. Parce que, justement, où est la place à la création, à la créativité, c'est effectivement ce que produit, par exemple, les IA. C'est plus un recyclage de ce qui existait déjà, en fait. Ouais, c'est une super question, très, très compliquée. Je n'ai pas nécessairement la réponse. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je pense la première réponse sur est-ce que ça nous abrutit je pense que c'est une question qu'on peut tester empiriquement. Là. Donc, il y a des chercheurs du MIT qui ont publié une étude sur ça, qui ont l'air de dire oui. Moi, je suis toujours comme... même si une étude montrerait que potentiellement on perd certaines facultés, je me dis, le fait que, effectivement, par exemple, dans le passé, les gens étaient bien meilleurs en calcul mental parce qu'ils n'avaient pas de calculatrice. Et du coup, ils étaient meilleurs en calcul mental. Donc aujourd'hui, on peut considérer les humains sont devenus moins intelligents, mais c'est sur un aspect très restreint. Si on prend tous les aspects de la cognition, en fait, au final, je pense que la plupart des études ont tendance à montrer que les humains, de manière générale, on a quand même gagné en intelligence parce que l'accès à la connaissance est plus facile, plus disponible, etc. On a des meilleurs systèmes d'éducation qui fait que du coup, le niveau de la population générale s'est amélioré. Donc, je serais déjà prudent sur ces conclusions-là. Et je pense qu'il y avait le même problème
du coup, avec les ordinateurs, on a aussi moins nécessité de mémoriser des choses par cœur, mais du coup, ça libère du temps de cerveau pour d'autres choses. Et comme tu dis, les IA, elles sont toujours, pour le moment, pas très bonnes sur tout ce qui est créativité. Du coup, on pourrait dire, en fait, l'humain, il va développer plus ses capacités créatives. Et moi, j'ai tendance à dire, tant mieux, en fait, si on peut libérer du temps de cerveau disponible pour faire des tâches plus intéressantes ou justement plus créatives. Je pense pas que ce soit nécessairement une régression. Du coup, moi, je vois plus ça comme ça, de voir... je pense qu'il y a toujours des aspects négatifs là. Quand on regarde le développement de l'informatique et des réseaux sociaux, par exemple, ça va affecter genre mentalement les personnes. Enfin, ça peut mettre les personnes en situation d'isolation ou ce genre de choses. Donc, il y a toujours des choses à... Il y a toujours des conséquences négatives qu'il faut prendre en compte. Mais je suis pas non plus... on va tous devenir genre stupides parce qu'on utilise de l'IA. Je pense juste que ça va développer d'autres capacités. Il y a peut-être des capacités qui étaient très utiles à une époque. Genre comme faire certaines tâches qui étaient très utiles, qui vont être moins utiles parce que il y a une IA qui pour le faire et du coup ça va plus. Du coup on va développer d'autres facultés parce que on a plus besoin d'utiliser ces facultés-là. Et je pense que c'est juste ça va changer la manière dont on apprend et qu'est-ce qui est utile aussi d'apprendre ou pas. Je pense que notamment aujourd'hui, du coup ça devient super important de développer un esprit critique, d'avoir du recul sur ce qu'il dit, parce que même ChatGPT pourrait dire des bêtises ou il peut dire des choses qui sont orientées politiquement. Et puis, comment dire, il y a un ensemble en mathématiques, on peut dire clairement la proposition A est vraie, la proposition B est fausse, on peut faire une démonstration. Mais même ça, je pense, qu'est-ce qui nous dit que ChatGPT va pas faire une erreur? Donc, il faut être capable ensuite de comprendre ce que ChatGPT a fait, de pouvoir l'analyser, puis pouvoir ensuite vérifier ça. Mais après, il y a encore des choses qui sont encore plus compliquées, qui sont, il y a plein de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse et qui sont parfois des choix politiques, etc. Puis, je pense que c'est super important, du coup, que les citoyens puissent développer justement une capacité à questionner les réponses qui pourraient être générées par ChatGPT si on se met à l'utiliser beaucoup, pour être capable justement d'avoir en permanence un regard critique en se disant comment il sait ça, pourquoi il répond cette réponse-là, et est-ce que je peux lui faire confiance ou pas, est-ce que j'ai... Comment dire mais je pense comme quand on interagit avec un humain, dans le sens, quand quelqu'un nous dit quelque chose, est-ce que j'ai confiance qu'il va me donner une bonne réponse ou pas? Est-ce que je suis capable d'analyser si la réponse elle est correcte ou pas? Parce que sinon, on risque de tomber dans un certain nombre de travers. Donc je pense qu'il y a certaines problématiques, d'autres qui... il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, c'est vrai que, par exemple, on a beaucoup parlé de ChatGPT. C'est une application parmi tant d'autres des technologies d'intelligence artificielle. Est-ce que comme ça, tu aurais une idée? Bon, moi, je me dis, il y en a dans plusieurs domaines, quoi. Tu vois, en médecine, en urbanisme, en architecture, en agronomie, je sais pas moi, même en spatial, etc. Il y a plein de manières d'appliquer l'intelligence artificielle. C'est vrai que les larges modèles de langage comme ChatGPT, etc., c'est vraiment l'application grand marché, si on va appeler ça comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs autres applications assez spécialisées, non? Ouais, mais c'est pour ça que je pense que ces applications spécialisées, ça va être défini comme de l'intelligence artificielle, mais dans l'imaginaire collectif, ça va vraiment pas résonner comme de l'intelligence artificielle. Par exemple? Donc, un exemple pour moi qui est vraiment un endroit où peut vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de progrès et où il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, c'est en médecine. Par exemple, sur découvrir des nouveaux médicaments ou ce genre de choses. Là, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très différents de ceux qu'on utilise pour ChatGPT. Et ces algorithmes-là, on va leur juste donner... on va juste les utiliser pour tenter de trouver... on va leur donner, par exemple, une maladie, puis on va leur dire, trouve c'est quoi le médicament qui permettrait de résoudre, de soigner cette maladie. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Puis je pense que ça pourrait tomber dans la définition de l'intelligence artificielle, mais c'est juste qu'il n'y a pas de film de science-fiction qui présente l'intelligence artificielle de cette manière. Ah, mais peut-être que si. Je crois que... je ne me rappelle plus du titre, mais la possibilité d'entrer, par exemple, dans une sorte de boîte et ça te fait un diagnostic automatique en prenant tes paramètres sanguins, ce genre de choses, c'est pas loin, quoi. Mais en fait, il y a peu de gens qui travaillent vraiment sur ça. Il y a plus de gens qui vraiment travaillent sur des questions de ce qu'on va appeler... est-ce qu'il y a un nom pour ça? Mais
il y a ce qu'on va appeler l'IA pour la recherche scientifique, qui vont vraiment être, est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'intelligence de l'IA qui est plus intelligente dans certaines capacités à résoudre certains problèmes, et on va utiliser ces capacités-là des ordinateurs pour justement résoudre des problèmes ultra complexes sur lesquels les humains butent depuis assez longtemps. Donc il y avait par exemple une des plus grosses découvertes là récemment. C'était un problème ça faisait plusieurs années qu'on n'en faisait pas beaucoup de progrès sur ce sujet-là. C'était la structure des protéines. Des protéines, ouais. Et du coup, là, il y a Google DeepMind donc, qui a sorti un papier qui a fait dans Nature où ils ont été capables de décoder toutes les protéines et de trouver la structure à partir d'IA des protéines. Puis ça, c'est vraiment une très, très grosse avancée en scientifique. Enfin, ça nous donne une compréhension bien mieux et ça offre plein de perspectives en médecine. Je suis vraiment pas un expert sur le sujet, mais donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont travailler sur ces aspects-là d'IA. On parle un peu moins dans le grand public parce que, à part les gens qui travaillent sur ces protéines-là, même moi je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ça rapporte moins d'argent aussi, donc peut-être il faut aussi se dire ça. Ah, je sais pas. Moi, je pense que sur le long terme, les potentiels économiques sont vraiment énormes là, parce que en médecine, ça peut vraiment débloquer plein de verrous justement pour trouver des médicaments plus efficaces. Parce que si tu es capable de connaître la structure des protéines, on comprend mieux du coup comment les protéines, quel rôle elles jouent. Et du coup, est-ce qu'on peut les utiliser dans certains médicaments ou au contraire, est-ce qu'on peut faire un médicament qui vient s'attacher à une protéine pour faire quelque chose de spécifique. Donc, je pense qu'il y a quand même des applications qui, pour moi, me paraissent bien plus grandes limite que ChatGPT de ce point de vue-là. Bon, après, c'est vrai qu'aussi, moi, je me rappelle, je crois en 2017, ou en 2015, déjà, on parlait, par exemple, en agronomie, de reconnaître les maladies sur les plantes à travers les drones. Bon, là, on parlait plus de drones que d'intelligence artificielle, mais c'était vraiment des technologies embarquées de reconnaissance d'images qui pouvaient analyser, par exemple, les pathologies sur les plantes, etc. Mais je me dis, ouais, mais quand je regarde un peu l'écosystème actuel, les grands investissements, c'est dans les grands modèles de langage avec des grosses boîtes comme Google. OpenAI un peu moins maintenant qu'ils ont fini. Bon, pas fini, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent d'employés qui quittent OpenAI. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais les investissements, c'est vraiment plus dans les grands modèles de langage comme ChatGPT, tu vois. Je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est ça ou pourquoi pas investir justement plus dans des applications de médecine avec plein de maladies dont on n'a pas de traitement, dont on ne comprend pas le fonctionnement? Pourquoi pas investir, je ne sais pas moi, dans d'autres choses ou des ambulances autonomes qui vont circuler dans les rues. Bref, des applications beaucoup plus concrètes que aller demander la recette d'un gâteau sur ChatGPT, quoi, tu vois. Donc... je pense que c'est parce que l'économie, de manière dont elle valorise les choses, je pense que c'est parce que dans la recherche en médecine, c'est vraiment très... futuriste. Je veux dire. Et ça ne va pas dépendre que de l'IA. C'est-à-dire que l'IA elle va permettre d'aider à faire des progrès, c'est sûr, mais tout ne dépend pas que de l'IA parce que même si l'IA elle trouve une molécule magique pour soigner une maladie, ensuite, faut être capable de produire la molécule. Et ça, on n'est pas sûr qu'il faut trouver des procédés chimiques pour pouvoir la créer, donc on n'est pas sûr qu'on puisse la créer. Ensuite, faut faire des validations pour vérifier que elle est pas toxique, qu'elle elle a bien les effets escomptés, etc. Donc, il y a les retombées positives seraient sur des échéances beaucoup plus longues, ça prendrait beaucoup plus de temps, je pense. Alors que le côté ChatGPT, ChatGPT, il a été publié, ça a explosé, tout le monde s'est mis à l'adopter. C'est le plus rapide taux d'adoption d'un outil informatique qui a jamais existé. Donc, je pense que les investisseurs, ils voient ça. Là, ils voient de l'argent facile à faire, puis ils voient les retombées tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs, et du coup, s'il y a des utilisateurs et qu'il y a des gens qui utilisent, on peut leur vendre des produits, et du coup, on peut faire du cash avec ça. Et du coup, les investissements faciles, c'est d'investir dans ça. Alors que je pense que, il y a plein d'applications plus prometteuses, mais malheureusement, puisque c'est prometteuse, par définition, pour le moment, elles sont pas encore, elles n'ont pas entièrement fait leur preuve. Pour le moment, on n'a pas vraiment de découvert de médicaments grâce à
purement grâce à l'IA, quoi. Donc je pense pas directement. Ouais. Pas directement, ouais. Du coup, je pense que c'est ça, quoi. Puis, du coup, il y a les intérêts économiques pour faire gagner de l'argent facile. C'est plus facile, un peu. Enfin, je sais pas, il y a plein de technologies qui sont un peu comme ça, qui prennent beaucoup de place parce qu'il y a de l'argent facile à faire, mais on peut se poser la question de la vraie utilité. Je sais pas, je pense là, je pense aux crypto-monnaies, ou genre de choses. Ouais, et après, je sais pas, l'IA, bon, c'est une technologie comme tant d'autres. Mais dans son fonctionnement, il est quand même assez particulier. Tu le disais tantôt avec la grande quantité de données qu'il faut mobiliser. Ça, c'est vraiment dans le virtuel. Je pense que ChatGPT, par exemple, c'est des milliards de paramètres pour le développer, par exemple. Et c'est à partir de tout Internet, par exemple. Tout ce qu'on a fait sur Internet, c'est ça qui a servi à entraîner, par exemple, ChatGPT. Mais après aussi le côté réel, entre guillemets, le côté physique de la technologie, c'est-à-dire c'est des personnes qui travaillent derrière. Tu parlais, par exemple, dans les entraînements, il faut faire des annotations, ce genre de choses. C'est quand même des personnes réelles qui font ça. En termes d'infrastructure aussi, c'est des machines qu'il faut tourner, donc il faut refroidir. Ce sont des informations qu'il faut stocker. Je pense quand même que beaucoup de personnes ignorent cette partie-là de la technologie, non? Ouais, tout à fait, ouais. Mais donc je pense que c'est pas propre juste à l'IA, mais de manière générale, on oublie souvent les impacts sociaux et matériels du numérique de manière générale, mais l'IA particulièrement. Et du coup, tu as mentionné ce qu'on appellerait, par exemple, que des sociologues ont développé le concept de travailleurs fantômes, pour parler justement de ces travailleurs qui vont faire beaucoup de tâches qui sont super importantes pour les IA et de manière générale pour le numérique, mais dont on parle jamais. Donc ça va être faire de la modération de contenu en ligne, sur les réseaux sociaux. Pour l'IA, ça va être, comme tu dis, la phase d'annotation. Donc, pour apprendre, on a besoin de leur dire ça, c'est une image d'un chat, ça, c'est une image d'un chien. Mais pour savoir que ça, c'est bien une image d'un chat ou ça, c'est une image d'un chien, il faut quelqu'un qui ait dit oui, cette image, c'est un chat, c'est un chien. Du coup, on va montrer on va demander à des gens de comme on dit, annoter des images ou du contenu qu'ensuite, on va pouvoir donner à l'IA. Mais je te coupe pas, mais à un moment, il y avait beaucoup les CAPTCHA. Ouais. Est-ce que les CAPTCHA, c'était une façon pour nous d'entraîner des modèles d'IA? Ouais, ça a été utilisé pour ça, mais et là, je suis plus sûr exactement, mais je sais qu'il y a eu, à un moment donné, ça a été jugé comme illégal par ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, par exemple, en Europe, peut-être que ce serait considéré comme illégal, et peut-être que c'est encore autorisé aux États-Unis, parce qu'il y a des différences de législation sur le sujet. Donc je sais qu'à un moment donné, du coup, ça a posé problème le fait que justement les entreprises utilisent du travail gratuit entre guillemets pour entraîner. Moi, j'en ai beaucoup fait. Hein. Donc Google me doit beaucoup de thunes, quoi. Ouais, donc ça a été utilisé pour entraîner, mais je veux dire, à mon avis, c'est pas, finalement, ils n'ont pas récolté beaucoup de temps de données par rapport à ça. Ce qui leur a apporté vraiment beaucoup de données, c'est qu'il y a par exemple Amazon, ils ont développé un service spécialisé dans ça qui s'appelle Mechanical Turk, où vraiment on peut recruter des gens n'importe où dans le monde pour répondre à des sondages, pour annoter des images, pour faire un ensemble de tâches comme ça, qui sont payées à la tâche, mais vraiment pas beaucoup. Et aussi, il y a peut-être une phase là que je pense que ça vaut le coup de mentionner parce que moi je la trouve très importante. C'est ChatGPT, donc il y a la première phase d'entraînement, on va juste l'entraîner à prédire du texte. Mais ensuite, par exemple, une fois qu'il est suffisamment bon à produire du texte, on veut qu'il génère la meilleure réponse possible. OK. Et du coup, ça, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va lui faire générer 4 réponses à la même question. Et ensuite, on va demander à des humains de dire c'est quoi la meilleure réponse. D'accord. Et du coup, ça, je sais qu'il y avait eu un petit article, je me souviens plus, c'est dans quel journal. Je vais peut-être dire une erreur, mais dans le New York Times, peut-être. Où c'était des travailleurs kényans, ils avaient révélé que c'était des travailleurs kényans qui étaient payés $1 de l'heure, qui faisaient ça dans des relativement mauvaises conditions. Puis on voit aussi, par exemple, au départ, ChatGPT était pas mal raciste, où il y avait pas mal de problèmes de genre. Et du coup, pour régler ça, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, voilà ce que ChatGPT peut dire et peut pas dire. Puis ensuite, ils ont demandé à des humains, à chaque réponse que ChatGPT faisait, de dire à ChatGPT si c'était bon ou pas bon la réponse qu'il avait fait. Du coup, il a sûrement dit plein de trucs horribles à plein de gens. Et ces gens ont dû dire « Ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas correct. » Et du coup, ces gens étaient confrontés à sûrement des propos haineux, etc.
Et ils ont dû faire ça à longueur de journée pendant temps. Puis on n'en parle jamais. On parle souvent des ingénieurs incroyables de la Silicon Valley qui ont développé cet incroyable outil. Ouais. Mais cet outil n'aurait jamais fonctionné sans tout ce travail-là fantôme qui a été fait par principalement des travailleurs dans le sud global. Quoi. Ouais. Ok, super. Et après aussi, tu parlais aussi de la partie infrastructure de tout ça, qu'on oublie aussi souvent beaucoup. Moi, je disais par exemple, genre 5 à 10 prompts sur ChatGPT, c'est genre 500 000 litres d'eau pour refroidir un data center quelque part aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas ce nombre-là, il faudrait que je regarde, je connais pas les noms. Donc, c'est sûr que ça va consommer des ressources. Après, par exemple, la consommation d'eau des data centers par rapport à l'agriculture, c'est rien du tout, quoi. Donc, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que, par exemple, pour l'eau, ça pose quand même un problème de où est-ce que les data centers vont être. Si on les met dans des régions arides où il y a déjà des problématiques d'eau, ça va venir amplifier ces problématiques-là. Si, à cause du réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir plus de périodes de sécheresse, ça pose des problèmes. Par exemple, en France, on peut les mettre proches de cours d'eau, puis l'État, il investit massivement dans des centres de données. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse. Du coup, il y a des tensions sur l'eau. Et à un moment donné, il faut arbitrer les usages en sachant, est-ce qu'on va utiliser l'eau pour refroidir des data centers? Est-ce qu'on va utiliser l'eau pour refroidir des centrales thermiques qui vont produire de l'électricité? Est-ce qu'on utilise l'eau pour l'agriculture? Il n'y a pas de l'eau infinie. Du coup, à un moment donné, il faut choisir qu'est-ce qu'on juge le plus important. Et on peut se dire que oui, c'est peut-être pas beaucoup d'eau, mais avec cette eau, on pourrait nourrir, je sais pas, 1 million de personnes en plus. C'est ça. Et du coup, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de se dire, ça sert à rien là, vraiment de générer des images de chats, on s'en fout. Que plutôt, on va tenter de nourrir 1 million de personnes en plus. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Donc, comme tu dis, si on résume un peu les impacts matériels, il y a, du coup, comme on disait, la consommation en eau, il y a la consommation électrique, qui est quand même qui est importante. Et je pense que là, il y a plus de problèmes sur la consommation électrique parce qu'il y a une croissance très rapide. Et aux États-Unis, là, ils projettent ça à 12%. Et puis, comme en plus, là, on a un double problème qu'il faut que, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut décarboner notre électricité. Là, ça risque de ralentir la transition énergétique parce qu'on se retrouve à avoir encore plus d'énergie à produire. Et du coup, là, il y a vraiment des effets où on va se mettre à utiliser du pétrole et du gaz, du charbon et du gaz pour générer l'électricité, pour alimenter les data centers. Et du coup, ça vient contribuer au réchauffement climatique. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Et après, il y a aussi tout l'aspect pollution en amont lié à l'exploitation des ressources nécessaires à construire les puces électroniques, donc ce qu'on va appeler les GPU. Les GPU, ouais. Qui sont super importants. Et là, il y a un problème parce que faut toujours des GPU, des puces électroniques de plus en plus puissantes. Du coup, il faut les remplacer relativement souvent. Du coup, la durée de vie est assez courte. Et du coup, on les recycle pas nécessairement. Et du coup, on est en permanence obligé d'exploiter des minerais précieux. Et en partie parce qu'en plus, c'est des puces très, très complexes qui ont besoin de plein de matériaux différents. Ouais. Et du coup, il y a tout cet aspect que ça dépend sur des matériaux assez critiques qui sont produits dans peu de pays, parfois dans des conditions déplorables pour les droits de l'homme. Et ensuite, le dernier aspect, c'est aussi la prise au sol. C'est-à-dire qu'il faut trouver des emplacements où les mettre. Puis ça prend de l'espace et ça peut dénaturer des espaces qu'on aurait préféré laisser à la nature. Et puis après, parfois, on va les mettre proches de là où des gens habitent. Puis, il y a des nuisances sonores. Il peut y avoir plusieurs nuisances. Ça peut déstabiliser aussi le réseau électrique. Il y a plein d'impacts négatifs potentiellement. Et je dirais que aussi le plus gros problème, c'est un problème d'échelle. C'est-à-dire que si ça restait à petite échelle et que ça ne grossissait pas aussi rapidement, je pense qu'on pourrait trouver des solutions et gérer. Mais là, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça se déploie qui fait que c'est très difficile de faire ça dans des bonnes conditions. Notamment parce qu'il y a des choix plus responsables à faire sur, par exemple, la climatisation, pour justement avoir une climatisation qui utilise le moins d'eau possible, ce genre de choses. Mais quand tu es pressé et que tu veux couper les coûts, tu fais pas attention à ça. Donc, Donc, je pense quand même que ça nous... on va peut-être sortir par là aussi. Je pense quand même que c'est... Moi, je me dis, ça c'est un peu mon point de vue, que ça nous amène un peu à un carrefour en tant que société, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de dilemmes, tu vois, entre, comme on le disait,
les avantages que ça donne en termes de médecine, par exemple, ou en agriculture, ou même en catastrophe climatique, prédire les catastrophes climatiques, modéliser un peu le climat de la planète pour prédire ce qui va se passer, etc. Mais après, d'un côté aussi, on a toutes ces personnes qui vont travailler gratuitement, incluant moi. On va aussi tous ces enjeux environnementaux, tous ces enjeux aussi de pouvoir et de contrôle, parce qu'on parlait des GPU tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en fabriquent. Ça crée aussi du monopole. On parle même d'IA de manière générale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui en développent. Il y a aussi des questions de monopole. Donc, je pense quand même, en tant que société, on est aussi un carrefour dans le sens où, OK, quelle direction on prend? Est-ce qu'on choisit le profit? Parce que derrière aussi, il y a du profit. Ou alors, est-ce qu'on choisit le bien-être du grand nombre, entre guillemets? Parce que dans le schéma actuel, on n'est clairement pas dans le bien-être du grand nombre. Parce que, comme tu l'as dit, par exemple, une technologie d'IA, par exemple, qui est développée, OK, quelques-uns vont prendre le mérite, notamment le patron d'OpenAI, je ne sais pas moi, quelques géants et tout. Mais derrière, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé gratuitement. Il y a les impacts. Et il y a aussi le fait de, est-ce que c'est éthique de choisir telle application plutôt qu'une autre, par exemple. Donc moi, je me dis quand même, ça nous amène à un carrefour de se dire, il y a plusieurs discours, il y a plusieurs moyens de voir les choses qui sont contradictoires, et il faut choisir, mais qui va choisir? Ça, c'est une première question. Et après, dans un deuxième temps aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans cette direction? Parce que moi, je me dis, OK, avoir plein d'outils d'IA, je sais pas, pour faire un travail que les gens savent déjà faire, oui, c'est bien. Ben, après, c'est du progrès, d'accord, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de progresser dans cette direction-là ou plutôt dans une autre? Donc là, je voulais quand même avoir ton avis dessus, toi qui es chercheur en IA, qui travaille dessus, avec tous ces bons côtés, ces mauvais côtés, avec tous ces dilemmes, justement. Quelle est la direction qu'il faudrait prendre selon toi? Ou est-ce qu'il faut vraiment prendre cette direction-là? Parce que au-delà de ça, il y a quand même aussi des applications très dangereuses aussi qui existent. On parle de personnes qui se font scammer plus fréquemment parce que reliant des sortes de chatbots à leur outil de piratage. On parle de la guerre, de l'armement aussi, militaire, avec la robotique, etc. On parle aussi, juste pour citer cela, est-ce que c'est vraiment une direction qu'il faut prendre ou est-ce que c'est pas quand même un peu trop dangereux? Parce qu'il y a aussi pas mal de chercheurs qui alertent sur on n'a pas forcément besoin d'IA, parce que ça tombe déjà dans des directions dangereuses pour la société. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses en fait? Je pense que c'est une très bonne question. Puis, j'ai pas la réponse. Je pense pas qu'il y ait une réponse absolue. Par contre, je pense que c'est super important que justement on en discute et que ça devienne un débat de société de savoir justement dans quelle direction on veut aller, au service de qui on veut mettre cette technologie-là, dans quelles conditions on veut la développer. Je pense que c'est vraiment des questions qui sont des questions de société où il n'y a pas une personne qui pourrait avoir la bonne réponse, mais où on doit décider collectivement de qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, du coup, je suis vraiment partisan d'une approche démocratique de ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré récemment dans un podcast qui s'appelle Arnaud Saint-Martin, qui lui travaille sur les questions d'aérospatiale. Donc, il y a un sociologue qui s'est intéressé à tout le discours sur le New Space et sur le fait que de plus en plus, le spatial est développé par des entreprises privées avec des intérêts justement économiques derrière et du coup qui vont poser plein de problèmes parce que c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire justement pour le bien collectif et de tout le monde. Et du coup, lui proposait de justement avoir une gestion démocratique de l'espace et du coup de créer des institutions qui privilégieraient justement une vision démocratique et qui encadreraient le développement de ça pour que justement ça bénéficie au plus grand nombre. Quelle forme ça peut prendre, j'en ai aucune idée, mais du coup moi je pense la même chose pour l'IA. Je pense que développer des institutions idéalement internationales, mais bon, je pense que dans le climat actuel ça risque d'être difficile, mais au moins à des échelles locales pour justement encadrer localement comment on veut que l'IA se développe, ça me paraît très important. J'ai pas la forme de quelle forme ça peut prendre. Est-ce que c'est des assemblées citoyennes, ce genre de choses? Je sais pas trop. Moi, je trouve qu'il y a des expériences intéressantes qui ont été faites en Europe, justement sur. Il y avait eu l'assemblée citoyenne pour le climat, puis il y en a une à Montpellier sur l'IA. Puis je trouve que ça fait des propositions intéressantes et au moins ça permet de mettre ces enjeux-là comme des enjeux de société, des débats qui sont à avoir.
Et du coup, ensuite, idéalement, de produire des lois qui viendraient encadrer ça, qui permettraient de donner une direction. Et je pense qu'aussi, moi ça permettrait de... Aujourd'hui, en fait, c'est comme les États, de plus en plus, ils se désengagent des investissements et ils disent « Ah, c'est le privé qui va investir dans ce genre de technologie-là. » Et du coup, c'est le privé qui décide. Et le privé a raison, quoi. C'est comme le privé a toujours raison, les investissements privés, s'il y a des gens qui achètent, c'est que c'est bon. Moi, je suis très critique de cette vision-là. Je pense que on devrait être capable, les États devraient avoir la légitimité démocratique de pouvoir orienter les investissements pour justement dire, non, en fait, on va pas laisser le privé investir dans ce truc-là parce qu'on pense que vraiment ça sert à rien. S'ils veulent l'investir, pourquoi pas, mais on va pas les soutenir. Et que par contre, nous, on va soutenir l'investissement dans des choses qu'on juge vraiment importantes. Donc, par exemple, en France, on a financé plein de constructions de data centers. En tout cas, l'État investit beaucoup dans ça. Désolé, je connais très bien le sujet en France. Ok, non, au Canada et au Québec. Mais le problème, c'est que c'est des centres de données pour des entreprises privées. C'est en plus financé par des fonds étrangers, même pas par la puissance publique française. Alors que vraiment, on pourrait très bien dire... on pourrait faire un choix de oui, on va construire des centres de données, mais on va les réserver à usage scientifique, à certains usages, et on va investir de l'argent public dans ça, peu importe si le privé ne veut pas investir dedans, et défendre une certaine vision de la technologie, comme je disais, focaliser sur le développement de nouveaux médicaments, sur des technologies qui pourraient aider pour la lutte contre le réchauffement climatique, ce genre de choses. Je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment très fortes à faire sur la direction d'investissement et sur les règles qu'on peut mettre en place pour contrôler un peu mieux tout ça. Et idéalement, que ce soit fait le plus démocratiquement possible avec les citoyens qui puissent discuter et débattre de ces sujets-là, quoi. Ouais, je pense que moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment de faire les bons investissements. Quand je dis bon, c'est un rapport avec la société qu'on veut construire et tout. Mais malheureusement, dans le climat capitaliste néolibéral dans lequel on est, c'est le profit qui compte, c'est ce qui rapporte le plus, tu vois. Et moi, je pense que c'est donc justement la mauvaise direction qui fait que l'IA, comme tu l'as dit, ça reste un outil parmi tant d'autres, quoi. Et ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Donc, si on investit pour en faire de mauvaises choses, on en fera, tu vois. Et justement, je pense aussi que il faut vraiment retourner le pouvoir à la société. Parce que, je veux dire, sur les milliards de personnes qu'il y a dans la planète, juste une centaine, je dirais à peu près, profitent réellement de ces technologies-là. Le reste s'en fout un peu. Le reste veut avoir de quoi manger, vivre, respirer un air sain, être en sécurité, ce genre de choses. Mais ça intéresse personne. C'est plus le profit de ces quelques 100 personnes qui donnent un peu la direction de la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer un peu le pouvoir et construire une société justement où les choix sont faits pour la majorité et non pour la minorité. Donc, c'est aussi pourquoi on développe ce podcast, pour justement parler avec des personnes comme toi et avoir aussi ton point de vue sur le sujet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera tout. Donc, je vais te remercier d'être venu en espérant qu'on te reverra encore pour parler cette fois-ci de la fresque de l'IA, qui est justement une activité que tu mènes avec d'autres chercheurs pour justement démystifier un peu le langage autour de l'IA et faire comprendre à tout le monde c'est quoi l'IA. C'est bien ça? Ouais. Exactement. OK, donc merci beaucoup Hugo et à la prochaine. Merci André de m'avoir invité. Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son magnifique studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia Plus, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain, qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique. Bye bye.